Bienvenue dans Municipal 2.0 14. L'échéance s'approche à grands pas. Nous sommes à moins de 2 mois de l'élection. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée entièrement au 4e secteur. Il regroupe les 6e et 8e arrondissements. On dit généralement que ce sont les beaux quartiers de Marseille, la partie riche de la ville, celle qui paye des impôts pour caricaturer et qui vote à droite. On va justement essayer d'aller au-delà de ces clichés dans ce secteur où vivent quasiment 125 000 Marseillais. Pour en parler sur ce plateau, Martine Vassal, bonsoir. Bonjour Julien. Oui, bonjour, on peut même dire bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Marseille en ce qui concerne la qualité de la vie ou encore les espaces publics et d'autres choses. Vous êtes aussi présidente du groupe UMP au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Vous figurez sur la 3e place dans la liste menée par Jean-Claude Gaudin dans ce secteur, juste derrière, deuxième place, juste derrière Yves Morenne. Non, pas du tout, c'est Jean-Claude Gaudin qui est tête de liste et je suis derrière Jean-Claude Gaudin puisque c'est la loi sur la parité du Chabala. Ah oui, c'est la loi sur la parité. Alors, Yves est 3e. Je suis mélangé les pinceaux, donc vous êtes 2e et Yves Morenne 3e. Bon. Annie Lévy-Moziconacci, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généticienne à l'hôpital Nord. Vous êtes entré au Parti socialiste récemment en 2009. À la surprise générale, c'est vous que Patrick Mennucci a choisi pour conduire la liste PS dans ce secteur. Un pari osé, même si les ambitions de la gauche sont peut-être limitées dans ce secteur, mais on y reviendra. Marie-France Palois, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère d'arrondissement dans ce 4e secteur, vous êtes aussi conseillère communautaire et conseillère régionale. Vous représentez Plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Je vais refaire mes fiches, j'ai été conseillère régionale, mais je ne le suis plus. Vous représentez le Front de gauche dans ces arrondissements que vous connaissez bien. Et puis Michel Cataneo, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous aussi, vous êtes un nouveau en politique, puisque auparavant vous étiez chanteur dans un groupe de rock gothique, Without Sense. J'ai pas fait que ça, je vous rassure. Il n'y avait pas eu que ça peut-être. Vous aviez alors une guitare et des cheveux longs. Aujourd'hui, c'est en costume cravate que vous représentez le Front National. Vous êtes tête de liste donc pour le Front National dans ce secteur. Exactement. Alors, première question à vous tous. Est-ce que vous vous connaissez déjà, Martine Vassal? Mais moi je connais très bien Marie-Françoise Palois puisque je suis élue depuis 2001 sur ce secteur, conseillère générale depuis 2002 et donc j'ai l'habitude de siéger régulièrement avec Marie-Françoise. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs aussi. J'ai rencontré Madame Moziconacci il y a quelques années puisqu'elle a été directrice, donc elle a été présidente de l'appel de Monticelli. De la FCPE. Voilà, et nous avons lutté ensemble pour pouvoir obtenir la cantine sur le seul collège du département qui n'en avait pas. Et donc nous sommes arrivés. Par contre, je ne connaissais pas M. Cataneo qui va nous faire peut-être une petite chanson. Je suis plus islamisme que vous, on s'est croisés dans le cadre des CIQ. D'accord, voilà, mais vous avez peut-être la couleur gothique et les cheveux longs, c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu, d'accord. Vous vous connaissez donc plutôt de la vie du quartier, hein, dans les 6-8, Madame Moziconacci, Lévy-Moziconacci. Tout à fait, puisque, comme l'a dit Madame Vassal, on a eu l'occasion de mener des dossiers importants sur le quartier où j'habite depuis quelques années, où mes enfants sont scolarisés, en effet, depuis toujours, je dirais. Et aujourd'hui, vous êtes adversaire. Alors bien sûr, mais l'adversaire est respecté et on partage sans doute aussi nos vies tout à fait partagées de faire voir une ville meilleure pour les habitants, les Marseillaises et les Marseillais. La seule chose, c'est que faire de la politique, c'est faire des choix et peut-être qu'on ne fait pas toujours les mêmes, mais ce n'est pas pour autant qu'on aura plaisir à travailler ensemble. Vous aussi, Marie-Françoise Palois, vous connaissez, vous travaillez régulièrement avec Martine Vassal? Oui, bien sûr, et tous ses collègues d'ailleurs du conseil d'arrondissement. On est aussi à la communauté urbaine ensemble. Et puis bon, moi je travaille depuis toujours, c'est-à-dire jusqu'à demain d'ailleurs, je travaille. Puisqu'à partir de demain soir, je suis à la retraite. D'accord. Bon. Donc ça se fête. Même question pour vous, Monsieur Cataneo, vous les connaissez, vous avez... Comme je disais, j'ai aperçu Madame Vassal. Ouais, du respect pour... Les autres personnes, non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Enfin, bien sûr, j'ai vu quelques petits articles par-ci par-là et quelques affiches par-ci par-là également. Alors, Annie Lévy... Puisqu'on en profite pour... Oui. J'ai eu une attaque personnelle. Pour en terminer, regardez, là, ça c'est l'album. Oui. Voilà. Donc ma carrière rock gothique est terminée. D'accord. Par contre, j'aimerais bien que, puisqu'on veut faire ma bio, on regarde aussi mon côté sérieux, c'est-à-dire finance d'entreprise et de marché. Hein, lorsque j'étais un renégat de l'UNP, édition Gualino, voilà, donc il y a aussi ça n'en parle pas. D'accord, c'est vrai que aussi, il y a eu des articles. Oui, vos diplômes. Court à la rumeur, regardez mon diplôme DEA Paris 2 Panthéon Assas, voilà.
D'accord, donc vous voulez dire que vous n'avez pas été seulement qu'un chanteur de rock? Exactement. Je suis juriste, bac plus 5. J'aimerais bien voir les diplômes de Patrick Menucci, savoir comment il est passé dans ce cas-là de Sciences Po à garagiste. Et j'aimerais bien savoir pourquoi Jean-Claude Gaudin n'est pas ici alors qu'il est tête de liste et qu'on a eu peut-être droit à M. Morel. Et vous allez avoir la réponse de Martine Vassal. Pourquoi Jean-Claude Gaudin n'est pas ici? Écoutez, Jean-Claude Gaudin est tête de liste sur l'ensemble de la ville. Je pourrais dire la même chose pour M. Menucci, c'est un petit peu la même chose. Et Yves Morel est maire de secteur, il est troisième de liste. Il faudra peut-être aussi voir un peu les différents agendas. Mais surtout, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je suis fier d'être sur mon secteur. J'y suis né, j'y travaille, j'ai élevé aussi mes enfants et là-dessus, on aime ce qu'on fait, on est passionné par la vie politique. J'espère que ce sera pareil pour vous, cher monsieur, parce que je crois que vous arrivez, vous découvrez un petit peu les choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, ici, on a transformé ces quartiers et on va continuer à les transformer et à vouloir continuer de transformer cette ville. Et bien justement, on va parler, Annie Lévy-Mosiconati. On a l'impression que c'est un bastion de la droite, le bastion de Jean-Claude Gaudin. C'est le titre qu'on a mis à ce débat. Imprenable, c'est votre avis? Je suppose que non. Alors moi, le titre me fait toujours rire. Puisque lorsque je rencontre un journaliste, on me dit toujours que c'est le fief de Jean-Claude Gaudin. Et moi, de façon tout à fait logique, je dis que c'est le mien, puisque j'y habite, j'élève mes enfants. Et que tous les jours, je prends le bus au rond-point du Prado, du David, pour aller rejoindre mon lieu de professionnel qui est l'hôpital Nord. Mais en fait référence à David, mais c'est un peu David contre Goliath. Vous êtes inconnu du grand public. C'est un peu David contre Goliath et je vous remercie peut-être de faire référence à cette belle histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, en étant devant les écoles, dans la rue, sur les marchés, sur mon site, je vois à quel point les Marseillais, j'avais pas besoin du sondage qui montre que 68% justement des Marseillais souhaitent un vrai changement fondamental dans les municipales. Je me rends compte dans le 6e et 8e arrondissement de Marseille, des habitants qui jusque-là votaient, je dirais, un peu par clonage, par habitude à droite, peut-être actuellement sont en train de changer, et notamment par rapport à la candidate que je suis, dans le sens je vais vous laisser réagir. Juste voilà. Je voudrais vous poser une question, Marie-Françoise Pallois. Oui. Pourquoi ne pas faire alliance avec le PS dans un quartier, dans un secteur comme ça qui est détenu par la droite depuis si longtemps? Est-ce que vous ne pensez pas qu'une alliance serait nécessaire pour justement renverser la situation? Écoutez, déjà, nous, au Front de Gauche, on a fait une consultation démocratique auprès de nos adhérents. 82% ont demandé qu'on parte en Front de Gauche, donc dès le premier tour. Pourquoi? Parce qu'on a quand même, et vous avez pu le constater, même y compris au niveau de l'élection présidentielle, pas tout à fait. On est à gauche, c'est vrai, on se reconnaît à de gauche, mais on n'a pas non plus les mêmes objectifs et les mêmes choix politiques, au moins les priorités. Donc il fallait que ça se ressente aussi auprès des Marseillais et des Marseillaises, et surtout, personnellement, moi dans ce secteur où justement la droite est quand même bien majoritaire, j'ai commencé à faire mon trou, comme le dit si bien Martine, depuis 2001. Donc je rencontre depuis 2001 beaucoup de Marseillais et de Marseillaises qui habitent dans ces secteurs et qui m'ont fait confiance. Et qui voulaient absolument, moi j'étais prête à partir, j'étais prête à rendre mon mandat, parce que je trouvais que, étant à la retraite, j'avais le droit, moi aussi, à profiter un peu. Et puis, ce sont les Marseillais et Marseillaises que je rencontrais, mes amis et mes camarades, qui m'ont poussé à continuer. Demandé de rester. Michel Cataneo, en ce qui vous concerne, vous mettez tous ces partis dans le même sac. Pour vous, c'est... Pour moi, les choses sont claires. C'est bien sur ce secteur que sur toute la ville. D'un côté, on a l'immobilisme avec Jean-Claude Gaudin, qui veut nous démontrer le contraire avec le slogan la force du changement, qui fait d'ailleurs rire du côté du 8e, si on se promène sur les marchés. Il est conseiller municipal depuis 1965, il a été plusieurs fois sénateur, plusieurs fois député, il a été ministre, vice-président du Sénat, président du groupe l'UMP, donc il est tout à fait responsable de l'état de crise qu'on a au niveau local sur la ville et au niveau national également, puisqu'il a été donc dans toutes les majorités, la plupart des majorités qui ont fait et défait les lois de ce pays. Donc face à lui, nous avons Patrick Menucci et sa liste et sa représentante sur le plateau, qui a été élevé au guérinisme, qui est un élève de Gaston Defferre, je veux dire d'abord, et après qui a été directeur de campagne de Guérini et de M. Vauzel,
Donc on nous dit qu'il se démarque du système. En fait, il est au cœur du système. Et d'ailleurs, Jean-Claude Gaudin, sur ce point-là, on est d'accord. Il a fait une déclaration hier en disant qu'il était en première ligne, pour reprendre ses propos. Donc ma réponse, en fin de compte, pour vous, c'est la même chose. PS, UMP, Front de gauche. Exactement, au niveau national et au niveau local. Donc face à cette fausse alternance, nous sommes la véritable alternative pour les Marseillais et Marseillaises, pour un changement avec une équipe, un projet et des personnes nouvelles et neuves. Martine Vassal. Alors, je vais pardonner Annie Lévy-Moncotti parce qu'elle est nouvelle en politique, donc je crois que quand on se lance dans ce défi-là, c'est vrai que c'est pas facile, hein, je peux le reconnaître, mais je suis quand même choquée par vos propos, chère Annie, parce que dire que les gens du 8e et du 6e votent par clonage, c'est quand même un peu insultant. Je pense qu'ils votent essentiellement Jean-Claude Gaudin, parce que tout simplement, ils reconnaissent que Marseille a changé. Moi, je vous rappelle 1995, le reportage de Christine Ockrent, c'était l'image de Marseille catastrophique. Et hier, il y a toujours des reportages, bien entendu, parle de Marseille bashing. Bien sûr, et c'est certainement plus les adversaires de gauche qui font le bashing que nous-mêmes. Et des journalistes, des émissions aussi, sur M6, sur Canal+. Bien sûr, mais je vous rappelle aussi Capitale de la Culture de 2013, le merveilleux succès que nous avons eu, avec 10 millions de visiteurs. 38% d'activité touristique en plus. Donc je crois que dire que l'immobilisme, désolé, mais bon, ça c'est vraiment un voile, de se mettre un voile devant les yeux. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tout bien fait, mais c'est vrai qu'on l'a fait de manière honnête. On a porté ces écharpes tricolores pendant 18 ans pour Jean-Claude Gaudin sans aucun problème avec la justice. Et je crois que ça, on peut en être fier pour le bien-être des Marseillais. Et je crois que si dans le 6e et 8e arrondissement, ils votent pour Jean-Claude Gaudin, c'est parce qu'ils reconnaissent que nous, les élus, de Jean-Claude Gaudin, nous sommes présents et avec Marie-Françoise Pallois, que je vois très souvent dans les CIQ, on nous envoie régulièrement des candidats différents chez les socialistes, ils sont élus et puis après on ne les voit plus pendant 6 ans. Donc vous savez, madame, j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous-même, mais enfin j'en doute un peu. Ça, c'est votre responsabilité de douter. Moi, si vous me permettez, je dirais un petit mot quand même sur cette gouvernance du 6e et 8e arrondissement de Marseille. Quand je dis que Bagatelle est la belle endormie, je n'arrive pas à comprendre, ne serait-ce que les maires qui se sont de secteurs qui ont défilé. Monsieur Morène n'a pas été élu, a été mis en septembre par un coup de baguette magique. Donc personnellement, je pense que... Il a succédé à Dominique Thiam, il a été élu par le conseil d'arrondissement. Pallois était même présente. Voilà, donc si vous voulez, cette gouvernance, je pense que c'est celle-là qui pose un problème sur Marseille. C'est qu'on souhaite qu'il y ait plus de dynamisme au niveau et de la mairie et des mairies de secteur pour être au plus près de la demande et du changement qui se passe au niveau de notre ville et de notre société. Et là, par exemple, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a jamais eu de demande, par exemple, d'un bus qui pourrait desservir cette mairie de Bagatelle. Alors, on va y revenir, on va parler de transport, de circulation. Je voudrais juste vous donner votre avis sur le dernier sondage en date qui place Jean-Claude Gaudin en tête à la fois au premier tour, on le voit ici avec 37%, 6 points d'avance sur Patrick Mennucci et Stéphane Ravier qui chute de 22 à 17%, et aussi au second tour où Jean-Claude Gaudin serait légèrement devant, 1 point de plus. C'est serré et ça n'empêche pas le Figaro de titrer Gaudin inverse la tendance. C'est un peu exagéré, Marie-Françoise Pallois? Moi, ces sondages me laissent très perplexe parce qu'on fait un sondage sur Marseille. Or, en fait, comme vous le savez, c'est quand même par mairie d'arrondissement, par secteur, qu'on va voter. Et c'est bien en fonction des élus conseillers municipaux que le maire va être élu. Donc ce sondage, il veut tout dire et rien dire à la fois. Parce qu'on peut très bien avoir 3 mairies. Je prends mon cas, comme ça je gêne personne. Le Front de gauche fait apparemment 9%. Mais dans la mairie dans le 4e secteur, par exemple, on peut faire que 3%. Ce que je ne souhaite pas, bien entendu. Et puis dans une autre, donc avec pas d'élus, et puis dans une autre avec 2 ou 3 élus. Donc en fait, bilan des courses, on ne sait pas du tout comment ça va se régler. Jean-Claude Gaudin, excusez-moi, je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais Jean-Claude Gaudin dit toujours qu'une année, la dernière année où il n'a pas été élu maire de Marseille,
Il était devant en pourcentage de Gaston Defferre. Mais Gaston Defferre avait plus d'élus que lui. Et donc, il a été réélu. Il le dit souvent en 83, hein, il me semble. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Et maintenant, il faut faire attention aussi parce que je trouve quand même que Marseille a changé. Et surtout les Marseillais et Marseillaises. À quel niveau? Ils ont changé en matière parce qu'on pensait toujours que le bon Marseillais faisait confiance au point barre, c'est-à-dire qu'il votait, il mettait son bulletin dans l'urne surtout pour les municipales, amitié, et puis après c'était terminé, quoi, il bougeait plus. Ouais, le Marseillais rouspète toujours, hein, mais c'était tout. Aujourd'hui, quand même, je trouve que les Marseillais et les Marseillaises se bougent. Il y a une prise de relève la conscience, tête. C'est pas pareil. Attention, il faut se méfier. Mais il pourrait peut-être se, se bouger et bouger du côté du Front National. C'est peut-être ça aussi, Michel Cattaneo. Écoutez, moi, les gens que je rencontre, c'est pas tout à fait le cas. C'est un sondage parmi d'autres. Hein, voilà, c'est pas trop. Le vrai sondage sera le premier tour. Comme disait Stéphane Ravier hier sur une télé concurrente, il y a un paradoxe quand même, je note dans ce sondage, c'est qu'on dit d'un côté qu'on veut un changement, que les Marseillais et les Marseillaises veulent un changement, mais on n'en tire pas toutes les conséquences, c'est toujours l'équipe de Jean-Claude Gaudin qui sera en tête. Donc là, il y a un paradoxe, j'aimerais bien savoir, et le Front National non seulement ne monterait pas, mais baisserait. Donc à qui profite ce paradoxe? Votre explication, ce paradoxe? Ce paradoxe, c'est un sondage et je pense qu'en effet, il va varier comme ça au fil du temps à 1%, plus ou moins 1%. Ce qui me semble être une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Marseillais, et je vous rejoins, ont changé. Ce qu'ils souhaitent, c'est plus que la bonhomie d'un chef d'équipe, c'est un vrai programme. Un vrai programme avec un vrai projet pour cette ville et enfin la faire passer au XXIe siècle. Je crois que c'est ça le vrai enjeu que nous avons en 2014 et c'est cet enjeu-là qui m'amène à sortir de la société civile où j'étais pour une approche politique. Martine Vassal, une réaction rapidement sur ce sondage. Rapidement, les sondages, il faut en prendre en laisser. 800 personnes sur 860 000 habitants, 450 000 électeurs, c'est un peu restrictif. Moi, le meilleur sondage pour moi, c'est aussi la rue. Dans la rue, qu'est-ce qu'on entend dans les 6e et 8e arrondissements? On nous dit, surtout pas Patrick Menucci, parce qu'au niveau bonhomie, je crois que là, on n'a pas de leçon à donner ni aux uns ni aux autres dans tête de liste, mais surtout pas lui, parce que c'est Marseille bashing avec lui, parce que c'est la politique comme on la faisait il y a 50 ans. D'ailleurs, il ressemble énormément à Gaston Defferre avec son chapeau et son manteau, et surtout pas le Front National, parce que le Front National, lui, ne propose rien, critique beaucoup, et de toute façon, si on vote Front National, c'est comme si on votait Patrick Menucci. Donc autant utile au premier tour, ça serait beaucoup mieux. C'est un slogan qui vient de chez vous, Madame Vassal. C'est une évidence, madame. On va en venir au cœur du sujet. On va parler donc de ce secteur à proprement parler. Le 6-8, un chiffre peut-être pour symboliser la particularité de ce secteur, c'est le revenu médian des habitants du 8e arrondissement, par exemple. C'est ici qu'il est le plus élevé à Marseille, avec 47 354 € par foyer. À titre de comparaison, donc dans le 2e, le secteur le plus pauvre à ce niveau-là, le revenu médian est de 15 011 €. Martine Vassal, c'est un secteur riche, ce sont les quartiers dits favorisés? Il faut peut-être revenir un petit peu en arrière. Il ne faut pas oublier quand même l'attitude de M. Defferre qui, lorsque les immigrés, les rapatriés sont arrivés, il les a mis dans des cités dans les quartiers nord et il les a bien isolés. Il faut revenir un peu là-dessus. Ensuite, derrière, sur le 2e arrondissement, on aurait pu voir aussi l'évolution. Parce qu'avec ce que nous avons fait sur Euro-Méditerranée, le renouveau de ce quartier-là, le revenu a changé et s'est modifié. Donc aujourd'hui, dans nos quartiers, il y a un revenu plus important. Nous, notre but, c'est que l'ensemble de Marseille ait le même revenu. C'est-à-dire que l'ensemble de Marseille, qui est une et indivisible, doit avoir la même progression. Et c'est notre but. Et c'est le fondement, justement, de notre programme. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de changement et de continuation, de transformation de cette ville. Et je pense que c'est pour ça que dans le 6e et 8e arrondissement, compte tenu de tout ce que nous avons fait, et on va certainement y revenir là-dessus, les Marseillais sont ravis de la gestion que nous avons de bagatelles. Je crois que vous avez oublié certaines fêtes, vous oubliez la mise en avant des écoles. Oui, on va y revenir. Beaucoup de choses, madame. C'est dommage. Il faut pas. Vous savez, je crois qu'il y a une chose qui est importante, Julien. Je crois qu'il faut dire une chose. Julien, je crois qu'il y a une chose qui est importante. Aujourd'hui, je pense vraiment que les citoyens ont changé dans leur ensemble.
Ils ne veulent plus entendre des promesses. Ils veulent des politiques qui leur disent les choses, des politiques qui leur améliorent leur quotidien, qui leur permettent de voir un peu plus loin. Et là, effectivement, grâce à notre bilan, et grâce à ce que nous voulons faire pour Marseille, madame, c'est aller en avant. Je pense qu'il faudrait en tirer les leçons vous-même. Et c'est surtout pas revenir en arrière, comme l'avait fait. On va rester sur le 6-8. Marie-Françoise Pallois, je le disais, le secteur le plus riche. C'est pas forcément l'électorat ouvrier qui vote Front de Gauche. Hein. Non, mais je vais vous surprendre peut-être. Vous dites que c'est le secteur le plus riche et pourtant, en matière de fiscalité, c'est dans le 16e arrondissement qu'on paye le plus d'impôts sur la fortune. Et oui. Ah, sur la fortune, d'accord. Sur la fortune, et oui. Je suis bien placée pour vous en parler. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain, voilà. Non, disons que c'est un peu aussi un cliché. Effectivement, vous avez des poches. Comme Cadenel, commandant Roland, etc. Mais des poches, finalement, moi j'appelle ça des ghettos dorés. À contrario des ghettos qu'on a fait dans le 15e et 16e arrondissement. Mais par contre, vous avez encore des quartiers populaires. Alors ça se transforme. Mais vous savez, quand un cadre moyen veut absolument, par rapport à la publicité qu'on fait sur le 8e arrondissement, venir habiter dans le 8e arrondissement, il s'endette. Il s'endette même énormément. Et malheureusement, comme maintenant, lorsque vous avez un travail, c'est pas assez précaire. Et parfois on a des incidents de parcours, des accidents de parcours, eh bien ça met les gens dans une situation d'endettement et même de surendettement, et ça aussi je suis bien placée pour vous en parler. Et donc même dans les quartiers où on a fait des appartements, parce que soyons clairs quand même, c'est bien là où on construit le plus d'appartements à un niveau assez haut au niveau prix d'achat. Très peu de logements sociaux. C'est l'arrondissement le plus cher. Même en moyenne, 5 000 € le mètre carré, vous arrivez à aller jusqu'à même 10 000 € et même 12 000 € le mètre carré. Mais enfin, la moyenne, c'est 5 000 €. Donc c'est très cher. Pour 2013, je parle. Mais vous avez encore des quartiers populaires, je les cite rapidement, la Madrague de Montredon, le Rouet, où vous avez encore des ouvriers. Mais des ouvriers qui souffrent réellement. Parce que quand même, malgré qu'ils soient encore dans des petits appartements ou des petites maisons qu'ils ont ou construit eux-mêmes ou qu'ils ont acquis par héritage, etc., ils payent des taxes foncières et des taxes d'habitation énormes. Parce que c'est le prix à payer pour être dans le 8e arrondissement. Les taxes, les impôts sont trop élevés, c'est ce que vous dites vous aussi? Tout à fait. D'ailleurs, nous nous engageons, si nous sommes élus, à ne pas augmenter les taxes, la pression fiscale, et même les baisser chaque fois que ce sera possible, tout le long du mandat. Et pour revenir sur la gestion de l'UMP, qui a l'air de s'auto-satisfaire de sa gestion... UDI, monsieur. UMP-UDI, si vous voulez, madame. C'est pas moi qui parle, c'est la Chambre régionale des comptes. La dette de la ville est catastrophique. 1,8 milliard d'euros, 70% au-dessus de la moyenne nationale. Et bientôt, on va arriver à un tel pourcentage que la ville risque d'être sous tutelle. Il ne faut pas dire n'importe quoi, monsieur. Donc, non, c'est pas n'importe quoi, ce sont les chiffres. Regardez, la Cour régionale des comptes, d'ailleurs, vous a épinglé à plusieurs niveaux. La Chambre régionale des comptes vous a épinglé. On a au contraire mieux géré cette ville. C'est pas une ville riche. On le dit très souvent, et on aimerait d'ailleurs qu'elle le soit plus. Et c'est d'ailleurs en menant le combat que nous allons mener à la municipale, à la communauté urbaine et demain à la métropole qu'on arrivera à mettre cette ville au niveau qu'elle mérite en attirant des entreprises. Et c'est pas en leur faisant peur, cher monsieur, que là-dessus vous arriverez à faire quelque chose. Donc nous, la réalité c'est que depuis 1995, nous avons créé 40 000 emplois, 20 000 entreprises sont venues ici, le chômage est passé de 21 à 13%. 30 millions de personnes et là-dessus, c'est incontestable. Maintenant, c'est sûr. Excusez-moi, on va écouter l'avis de Madame Annie Lévy-Moutikonaki. D'abord revenir sur les chiffres que vous avez montrés. Il faut savoir qu'en effet, peut-être que dans la répartition actuellement de la ville, le 6e et 8e arrondissement peuvent être catalogués de quartiers favorisés. Mais il faut être sensé lorsqu'on aborde cette question, dans le sens où aujourd'hui, il y a des populations qui habitent Bonneveine, des populations au Rouet,
sans parler du 6e arrondissement, qui sont tout à fait dans une situation aussi qui correspond à d'autres quartiers de Marseille. Donc il faut vraiment avoir... On est bien d'accord que c'est une minorité. C'est pas une minorité du tout. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on a des résidences fermées qui sont, en effet, qui ont toujours été là, mais qu'il y en a beaucoup trop. Et lorsque je me rends dans les CIQ, je me rends compte à quel point... Vous ne venez jamais, madame. Mais je ne suis pas élue, madame. Je suis citoyenne. Je vais dans mon CIQ. Donc voilà. Donc aujourd'hui, dans le CIQ de Perrier, parce que je crois que vous habitez le 7e, c'est ça? Non, pas du tout. Je vous inviterai à l'occasion. Vous verrez que j'habite dans les quartiers. Vous n'habitez pas à Saint-Zacharie? Je n'habite pas à Saint-Zacharie, il y a un hasard. On va éviter ce genre de débat. La question aujourd'hui est intéressante. D'accord, j'habite dans le 15e. Moi, j'habite dans le 6e. Moi, je travaille. Bon, la question est intéressante dans le sens où aujourd'hui, on souhaite favoriser ce cliché un petit peu, et c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on n'a pas les yeux ouverts sur l'évolution de sa cité. Voilà, c'est ça qui est important. C'est que aujourd'hui, il y a une prise de conscience, quel que soit le revenu social, que cette ville a été gouvernée pendant 18 ans dans un immobilisme. Oh, c'est fou, madame, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire des mensonges, c'est grave. Pour reprendre un petit peu un élément assez parlant, c'est qu'on a pensé qu'en faisant un petit peu de la chirurgie esthétique dans cette ville, on réglerait les problèmes de fond et les traitements de fond. Donc je crois que c'est là, aujourd'hui, où ça, quel que soit le revenu, et il est clair que je peux parler parce que j'habite dans le 8e et je fréquente les gens qui ont aussi ce revenu. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne se contente pas d'un petit peu de chirurgie esthétique, mais il y a vraiment un travail de réanimation qui est fait et qui est partagé par l'ensemble des Marseillais, quel que soit leur revenu. Ça, c'est un point qui est important. En reparlant de... L'exemple que vous donnez, c'est le 2e arrondissement, hein, c'est pas les quartiers nord où Gaston Devers a c'est là où les chiffres étaient les donc plus c'est le 2e arrondissement. Méditerranée, madame. C'est là où on a beaucoup avancé, contrairement à ce que vous dites, madame. À faire avancer ça. C'est le 2e arrondissement de Marseille. Et en 98. Juste un petit détail là-dessus pour revenir, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même le gouvernement Hollande qui a mis 40 milliards d'impôts supplémentaires sur les ménages et 20 milliards d'impôts sur les entreprises. On aurait aimé que Gaudin aille chercher dans 30 ans. Dans 30 ans, on aura une main tendue, madame. Dans 30 ans. Madame, revenez sur votre quartier. Je crois que vous voulez être élu sur votre quartier. Vous parlez de faire avancer. Ne parlez pas d'immobilisme. Faire venir M. Sarkozy et donner une main tendue à cette ville depuis longtemps. Oui, alors vous la donnerez dans 30 ans, c'est sûr. Écoutez, on verra bien. On verra surtout qu'il faut continuer. Vous ne pouvez pas dire... Attendez, je vous arrête. Non, mais je suis obligé de vous arrêter. On ne va pas arriver. Que Marseille est on ne peut pas laisser dire... On ne peut pas laisser dire que les Marseillais ont été clonés. On ne peut pas laisser dire que c'est de la chirurgie esthétique. C'est insultant pour les Marseillais. Cette ville, elle s'est transformée. Et là-dessus, vouloir faire le bashing que vous faites, madame, c'est faire peur aux gens et c'est faire monter les extrêmes. Donc c'est bien ça. Le Parti Socialiste et le Front National, c'est pareil. 7h30 le matin, on se donne rendez-vous devant les dames et on va ensemble à l'hôpital Nord en prenant le 97. On le fait ensemble. Ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle, madame, que les transports en commun, c'est Eugène Caselli pendant 6 ans qui n'a rien fait là-dessus. Apprenez un petit peu le minimum. Je vous parle de cette ville au niveau social, madame. Vous venez de parler des transports, madame. Sachez de quoi vous parlez. Je parle du clivage qui s'installe. Donc c'est vous qui le créez, le clivage. Cette fracture sociale. C'est vous qui créez la fracture sociale. Madame Palois vient vous l'expliquer. Il y a des pauvres dans tous les quartiers. C'est inadmissible de dire une chose pareille. Parce que vous mentez régulièrement, madame. Et vous dénigrez les gens. Ne vous inquiétez pas. Ça fait depuis que je suis née ici à Marseille et je connais bien. Ne vous inquiétez pas. De la ville. Ça y est. Reparlez-moi des transports en commun. On reparlera de M. Caselli, votre ami. Ne relancez pas, s'il vous plaît. Votre ami, je vous gérer MPM. Eh oui, on en reparlera. C'est plutôt une gestion confisquée qu'une gestion partagée. On va passer à autre chose. Où est passé l'argent? Demandez à Caselli. On va marquer une pause, s'il vous plaît, juste un instant. On revient dans un instant tout de suite. La médaille de FO
De retour dans Municipal 2.0 14 avec une émission aujourd'hui spécialement dédiée au 4e secteur, les 6e et 8e arrondissements. Alors on va aborder une des problématiques spécifiques au 4e secteur, mais d'ailleurs pas seulement au 4e secteur. Il s'agit de la circulation et des transports. On va écouter l'avis de quelques Marseillais, des habitants de ce secteur rencontrés aujourd'hui sur le marché du Prado. Il est vrai que les travaux en cours, qui sont justifiés pour le tram notamment, vont créer de grosses perturbations et des changements de circuit. Je pense que c'est très compliqué pour ceux qui ne sont pas marseillais. Dans la circulation, c'est surtout le stationnement qui est un grand problème. C'est une catastrophe. J'ai vendu ma voiture parce que je ne pouvais pas me garer devant chez moi ou dans le quartier. Donc c'est très grave. C'est une circulation normale comme toute grande ville. Aucun problème, je ne comprends pas. De toute façon, les gens se plaignent de tout. Le stationnement est impossible, ça c'est sûr. Et la circulation, il y en a comme partout. Marie-Françoise Pallois, la circulation, on sait, c'est un de votre cheval de bataille. Vous en parlez régulièrement. C'est un vrai problème dans ce secteur. Oui, c'est un vrai problème sur Marseille, en règle générale. Mais c'est vrai qu'on a pu remarquer que les extrêmes, aussi bien les quartiers nord que les quartiers sud, ont été légèrement oubliés. Je me souviens d'un passage où même le maire de secteur disait que finalement on est vraiment oublié dans tout ce qui est politique de transport collectif. Depuis, il se trouve qu'on a trouvé le remède contre tout ça, c'est des tunnels. Et en plus des tunnels payants. Alors le tunnel Prado Sud. Et le tunnel Prado Carénage. Alors à la limite, le tunnel Prado Carénage, maintenant, il a 20 ans, ça va, on s'y est habitué, même si je ne m'habitue pas à payer. Lorsque je suis pressée, je suis bien obligée de le prendre, habitant dans le 15e et travaillant dans le 8e. Mais par contre, le tunnel Prado Sud, je dois dire que pour l'instant, en tous les cas, je l'ai dit au dernier conseil communautaire, le 13 décembre, c'est un fiasco. C'est un fiasco parce qu'imaginez un peu, en l'espace d'un mois, il a fait autant de passages que ce que fait le tunnel Prado Carénage en un jour. Oui, le tunnel Prado Sud. Et je dis toujours, si vous avez besoin d'aller faire un jogging sans avoir peur d'être écrasé par les voitures et tout, parce qu'on a des trottoirs un peu étroits et tout, passez par le tunnel à pied, passez par le tunnel Prado Sud. C'est quoi la solution, Marie-Françoise Pallois? Le rendre gratuit, c'est possible ça? Bien, oui, c'est possible, oui, puisque de toute façon, c'est une concession. Et quand la concession arrive à son terme, on peut très bien reprendre notre bien, parce que c'est notre bien quand même. C'est embêtant, des délégations de services publics comme le partenariat public-privé, c'est toujours ennuyeux parce qu'en bout de course, les contribuables payent cher. Pour le tunnel Prado Sud, par exemple, on en est déjà à 35 millions d'euros, alors que c'est en délégation de service public et que normalement Vinci Eiffage là pour se faire des sous. Et si nous n'avons pas encore la L2 dans les quartiers sud, le raccordement avec le boulevard urbain sud, c'est bien parce qu'il y a un accord là qui a été signé par Jean-Claude Gaudin lorsqu'il était président de la communauté urbaine, comme quoi il ne fallait pas, c'est l'annexe 7 de la concession, il ne fallait pas que ça se fasse avant 2026 parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans leurs sous. Là, à mon avis, ils ne rentrent pas dans leurs sous en ce moment. Mais plus généralement, ça c'est l'épine au pied, c'est comme un peu le talon d'Achille, mais plus généralement, c'est vraiment le transport collectif qui manque. Et je vais vous dire, si on s'est battu bec et ongle pour avoir, depuis 2006, à la communauté urbaine, pour avoir le bateau-bus, c'était pas pour rien. Nous l'avons arraché, mais on a vu aussi les gens contents, heureux, et pourtant avec beaucoup de scepticisme. Il marche plutôt bien. Ah oui, il marche très très bien. Sauf qu'il faut quand même relativiser parce que quand on change les horaires, ça ne plaît pas trop aux gens qui vont travailler avec le bateau-bus. Mais si vous voulez, à part ça, quid enfin, il y a quand même 3 bouches de métro dans le 6e et 2 dans le 8e. Basta, c'est tout. Vous voyez un peu, c'est pas beaucoup. Et le tramway qui ne passera par pas, la rue de Rome, qui va se diriger vers la Caplex plutôt que vers Lumini, et le bus a au niveau de service. Alors on nous parle du bus. Oui, le bus a au niveau de service vers Lumini. Voilà, le BHNS plutôt. Et c'est formidable. Sauf que pour l'instant, c'est un bus, c'est tout.
Il n'a pas encore les réglementations. Je suis curieux quand même d'avoir l'avis du Front National. On vous entend rarement sur ce genre de questions. Oui, sur le transport. Oui. Effectivement, il faudrait être aveugle pour voir qu'il y a des problèmes de transport à Marseille, de circulation, et aussi bien au niveau du tramway, du métro. Dans ce secteur en particulier. Dans ce secteur en particulier. Mais justement, moi qui suis proche du quartier Vauban, le quartier est enclavé et si ce serait possible dans l'extension future de métro de mettre une station, ça serait vraiment bien parce que les gens ont du mal à se déplacer, ils doivent toujours aller prendre leur correspondance à Castellane ou Courpère-Puget ou ailleurs, voire au Vieux-Port. Il n'y a pas de ligne qui est... C'est ce que vous nous demandez de faire, on va le regarder. On pourra le faire nous-mêmes si vous voulez. Par contre, au niveau du tramway, il y a un gaspillage des deniers publics, je suis présent parce que la ligne du tramway longe et fait un doublon avec la ligne du métro. Toutes les grandes métropoles ont compris ça depuis un bon moment. Déjà, la ville est surendettée, on en a parlé tout à l'heure. Alors pourquoi on gaspille des deniers publics pour faire un doublon au niveau du tramway alors qu'on pourrait faire quelque chose de complémentaire, comme ça se fait de façon logique dans les autres métropoles. C'était une critique qu'on vous fait souvent, Martine Vassal, et pas seulement le Front National, la gauche, certains Marseillais se posent des questions. La gauche fait régulièrement ces critiques-là. Nous avons longuement discuté avec Madame Palois des problématiques du TPS. Nous avons quand même fait 5 tunnels sur l'ensemble de Marseille qui sont gratuits et qui permettent aux Marseillais de circuler plus facilement. Le TPS et l'extension. TPS, on va préciser. Le tunnel Prado Sud et l'extension du tunnel Prado Carénage existant, c'est vrai que ça facilite les choses. Moi, ce qu'il faut revenir, c'est un peu sur l'origine. Excusez-moi, madame, de revenir là-dessus pour vous rappeler un petit peu la base. Juste un instant, Martine Vassal, vous êtes d'accord pour dire que le tunnel Prado Sud ne marche pas aussi bien que prévu? Il vient de démarrer. Il y a 3 mois qu'il a démarré. Donc le tunnel de la Joliette a marché très fort dès le début. Enfin, il est gratuit, mais... Normalement, c'est justement... Mais parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui arrive de la Joliette et du tunnel. Sur la problématique, nous avons fait sur 5 ans 12 km de tramway et 2 km de métro. Là-dessus, nous sommes partis d'une politique qui était de partir du centre-ville pour étoiler. Et effectivement, dans la suite de notre volonté, c'était d'aller rue de Rome, continuer après sur la place 4 septembre, au Corderie, où M. Menucci s'y opposait, mais maintenant j'ai vu que dans son programme, il le mettait, et ensuite partir vers Castellane et partir bien sûr vers Lumini. Nous, ce que nous pensons, c'est que changer de mode de transport, c'est des ruptures de charge. C'est problématique parce qu'une fois que vous prenez, si vous devez prendre le métro, vous devez prendre le tramway, vous prenez le BHNS, vous changez systématiquement, vous prenez la voiture, ça va 3 fois plus vite. Donc ce que nous avons demandé, ce que nous souhaitions, c'est l'extension sur la rue de Rome, mais seulement la communauté urbaine, avec cette cogestion confisquée, a mis des années pour pouvoir démarrer un simple tracé qui est assez simple et prend un retard considérable, ce qui est catastrophique pour les commerçants. En ce qui concerne l'extension sur le reste, nous avons demandé, et Madame Palois aussi avec nous, que Eugène Caselli fasse l'extension du boulevard urbain sud. C'était dans nos plans, il fallait la continuer. Parce qu'effectivement, vous avez raison, uniquement le TPS tout seul, ça ne veut rien dire. Il faut qu'il soit relié au quartier sud avec le boulevard urbain sud que M. Caselli nous a refusé et n'a rien voulu faire, et avec la L2, où je vous rappelle aussi que c'est une opération d'État et qui... Malgré ce que vous pouvez en penser, Madame Palois, ça va être financé par un PPP, comme d'ailleurs le stade de Vélodrome. Partenariat privé avec la même société qui sera Bouygues d'ailleurs. Et on se demande pourquoi Monsieur Menucci dit qu'il faut vendre le stade Vélodrome parce que c'est Bouygues, mais par contre on ne vend pas la L2. Donc ça, c'est encore une des contradictions sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. On va vous laisser répondre, Annie Lévy-Mosiconacci. J'ai un peu de mal, désolé. Je rejoins tout à fait l'analyse de Marie-Françoise Palois sur les transports et sur l'aberration de ce tunnel qui pourrait me faciliter la vie, mais 9 € par jour, j'avoue que même avec les salaires que vous avez montrés, 9 € par jour, le choix est vite fait. Donc on reste à l'identique, avec un choix, vous parliez de la L2, il est clair que aujourd'hui, on a favorisé la mise en place de ce tunnel pour justement le rentabiliser avant de proposer... mais c'est vous qui le dites, Madame Vassal. Donc à ce niveau... c'est le gouvernement. Oui, c'est le gouvernement. Voilà. Mais vous savez, je suis aussi critique sur ça. Les gouvernements de droite n'ont pas beaucoup plus fait que ce que font les gouvernements de gauche pour Marseille. Il faut dire les choses. Bien d'accord que le gouvernement socialiste a fait un effort pour la L2. Qu'elle soit faite. Oui, en PPP, en partenariat par il n'a pas commencé encore. C'est dans les promesses à 30 ans. Non, on va voir. On est quand même. Il faut quand même. Mais il faut en sortir. Il faut quand même faire cette L2. Il faut faire quelque chose de contre aujourd'hui et désengorger le quartier sud.
par l'État actuel. Les annonces, oui. Alors, je crois qu'aujourd'hui, en dehors de ce problème, on est d'accord. Et le boulevard urbain sud, madame, est-ce que je peux continuer? Voilà. Donc, on peut dire aussi que dans le 6e arrondissement, où il y a vraiment là un gros souci, et il faut réfléchir à peut-être permettre aux gens de pouvoir circuler et peut-être pas en voiture, palais de justice, voilà, et tout le quartier de l'Audi, etc., qui là aussi est très enclavé. Et enfin, un point que connaît bien Marie-Françoise Pallois et que moi je découvre depuis que je m'intéresse à ces quartiers, la Pointe-Rouge, et avec en effet l'oxygène qui a été apporté par les navettes maritimes et qu'il faudra continuer aussi au niveau des Goudes, et aussi réfléchir dans le cas d'une concertation avec les CIQ, les habitants, pour que cet espace partagé de tous, même si aujourd'hui c'est les habitants qui souffrent, mais c'est tous les Marseillais qui souffrent, de ne pas avoir trouvé une solution de concertation concernant les quartiers de la Pointe-Rouge et au-delà. Mais madame, je m'excuse, mais madame, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi est-ce que M. Eugène Caselli n'a pas continué et fait le boulevard urbain sud? Mais la problématique, c'est que vous n'êtes pas au courant peut-être des dossiers, Madame Vassal, mais c'est prévu pour 2017. Ah non, mais ça c'est une... Voilà. Non, il devait le faire en 2008, Madame, donc rappelez-vous les choses. Voilà. 2017, demain je ragerai gratis. Voilà. C'est ce que va faire M. Alors, en parlant de grâce et gratis, ça fait 18 ans que vous êtes au... Allez, on va passer un... On l'a fait, madame. On a fait la proportion, justement. Et c'est monsieur Caselli qui a refusé de faire le reste pour mettre l'argent dans les quartiers là. Parfait. N'oublions pas. En VHS. S'il vous plaît. On s'arrête là. On va passer à un tout autre thème, un débat qui a ressurgi ces derniers jours. C'est celui sur le stade Vélodrome. C'est un dossier emblématique aussi de ce secteur. La tête de liste socialiste, Patrick Menucci, est favorable à la vente du stade. Il a d'ailleurs commandé un sondage auprès de l'Institut IFOP pour connaître l'avis des Marseillais sur la question. Une enquête d'opinion qui semble le conforter dans son choix. On regarde ce reportage de Samir Belbachir. Plus de 7 Marseillais sur 10 seraient favorables à la vente du stade Vélodrome. C'est pourtant plus compliqué qu'il n'y paraît. Le terrain où se trouve le stade appartient à la ville, impossible donc de le vendre. Il pourrait toutefois être cédé dans le cadre d'un bail spécifique pour une durée de près de 100 ans. Si l'idée fait son chemin, elle ne fait pas l'unanimité. Du côté de l'opposition, Yves Morenne, porte-parole UMP de Jean-Claude Gaudin, a déclaré « Le stade est un équipement emblématique de Marseille. Pourquoi ne pas vendre le palais du Pharaon ou la Bonne Mère pendant qu'on y est ? » Des divergences qui ne sont pas le seul point qui complique la concrétisation d'une vente, puisque le Vélodrome fait l'objet d'un contrat entre la mairie et la société Arema. Un PPP, partenariat public-privé, lie les deux parties sur 35 ans. D'un côté, Arema est chargé des tâches de conception, rénovation, maintenance et exploitation du stade sur toute la durée du contrat. De l'autre, la ville doit verser près de 12 millions d'euros par an à la société filiale de Bouygues dans le cadre de ce partenariat. Un partenariat public-privé qui, en cas de vente, engendrerait des indemnités colossales pour la ville. Patrick Menucci avait également évoqué la possibilité d'un repreneur qui pourrait acquérir le stade plus le club de l'Olympique de Marseille. Une idée encore une fois compliquée à concrétiser dans l'état actuel des choses. Pour l'instant, le club n'est pas officiellement à vendre et aucun acquéreur sérieux ne s'est manifesté. Michel Cataneo du Front National, on a envie de vous entendre sur ce genre de questions. Est-ce qu'il faut le vendre, ce stade Vélodrome? Alors, je vais peut-être faire plaisir pour une fois, n'est pas coutume, à Madame Vassal. On est d'accord avec Jean-Claude Gaudin. C'est un des symboles de la ville. Pour nous, il est hors de question de le vendre. Voilà. Ceci dit, la rénovation du stade Vélodrome, c'est quelque chose. Mais on pense qu'il y a eu un péché d'orgueil en choisissant un nombre de places de 67 000. Il est trop beau, trop grand, c'est ça? Trop grand, voilà. Déjà que l'état des finances, c'est qu'on sait qu'il est. On aurait pu faire des petites économies à ce niveau-là. Bon. Et le coût du stade est estimé à 273 millions d'euros. Donc pour vous, c'est trop cher. Disons que si on avait choisi une extension avec des places un peu plus... En fait, ce qu'on sait, c'est que généralement, le stade, lorsqu'il est rempli à bloc, il contient à peu près 51 000 personnes. Voilà. On aurait pu, entre 50 000 et 63 000, il y a quand même une petite marge. On aurait pu faire des économies peut-être au niveau de la capacité. Mais aussi, bon, on aime aussi l'OM, qui est notre symbole de la ville, mais il y a un problème au niveau de... Et là, la Chambre régionale des Comptes en a parlé. Il y a quand même
un avantage très en faveur de l'OM et au détriment donc, de la ville et de ses finances. Il y a un loyer forfaitaire de 50 000 € par an. Donc, alors que généralement, par rapport à... Il me semble que c'est plutôt autour des 4 ou 5 millions, c'est ça? C'est plutôt ça, il a oublié un zéro. Oui. C'est ce que dit la Chambre régionale des comptes, un montant dérisoire de 50 000 € par an. La Chambre régionale des comptes dit en tout cas que le loyer de l'OM est trop faible, c'est là-dessus que vous vous basez. Elle préconise, je vais pas terminer, elle préconise le fait de rajouter une part variable dans le montant de la redevance qui serait accrochée donc fonction du chiffre d'affaires, de manière à ce que ça équilibre un petit peu le deal entre la ville et l'OM. Marie-Françoise Pallois, sur cette question du stade Vélodrome, il faut le vendre selon vous? Est-ce que c'est possible déjà? J'ai du mal d'abord premièrement à dire on vend pas, compte tenu du fait que déjà avec un partenariat public-privé il est à moitié vendu. Il n'y a que le terrain qui nous reste. Sur 35 ans. Donc déjà là c'est un peu compliqué. Et dans un deuxième temps, il faut dire qu'on avait quand même un paquet cadeau avec Arema. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le stade Vélodrome. Il y a les abords. Oui, rappelez-vous bien que c'était le stade Vélodrome et ses abords. Et les abords, c'est maintenant, ça se construit et tout. Et effectivement, nous, autant comme pour le stade Vélodrome, on avait participé à des réunions, enfin, on avait invité des clubs de supporters, les riverains et tout. Bon, en gros, il y avait l'histoire du toit. Et en ce moment, avec la pluie, peut-être qu'on avait raison. Hein. Mais enfin, bon, de toute façon, il fallait le changer. C'était pas possible. On avait fait une grosse bêtise en 98. On pouvait pas garder le stade comme ça. Hein. Mais d'un autre côté, d'avoir fait... on a été... et d'ailleurs, Mme Vassal était témoin. Hein, chaque fois qu'un rapport, une délibération passe, je m'abstiens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a pas eu gain de cause sur le reste. Hein, faire encore un centre commercial alors que les centres commerciaux sont... Il y a tout ce qu'il faut autour, pléthore et tout. Faire encore 3 hôtels alors qu'autour on a des hôtels, il va encore se construire un hôtel. Et ne pas privilégier justement des équipements publics beaucoup plus importants que ce qu'il y a, par exemple comme une piscine. On viendra sur les équipements sportifs. Mais vous voyez, il y a des choses là. Vous vous rendez compte qu'il a fallu qu'on construise des habitations là, des immeubles donc là, pour que j'arrive enfin à avoir gain de cause sur une bataille que je mène depuis 2006 pour avoir enfin un groupe scolaire dans la ZAC du Rouet. Voilà, donc vous voyez un peu, je ne vais pas dire hipipi pourra, parce que malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, et carrément en fait, chouette hein. C'est encore une manne. C'est un peu comme Vinci Eiffage, ça. C'est une manne. 30% pour le tunnel Prado Carénage toutes les années, hein, de bénéfices nets. Eh ben, vous voyez des entreprises qui sont comme, je vous dire, à Marseille. Alors, Annie Lévy, Mosicolacci, ce stade Vélodrome, la gauche en conseil municipal a voté en majorité pour cette rénovation. Le Parti socialiste, hormis Patrick Menucci, je crois, qui s'était abstenu. C'est aussi, vous êtes du même avis que lui sur cette question ? Moi, ce que je vois actuellement, c'est que les Marseillais vont avoir pendant 35 ans, à la charge de la ville, 12 millions d'euros par an pendant 35 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des choix à faire et personnellement, c'est ailleurs qu'on aurait fait des choix. Vous faites référence, Marie-Françoise, à la ZAC du Rouet, où ça fait 12 ans, hein, plus de 12 ans qu'on a construit 1200 logements, la plus grosse ZAC construite dans les 20 dernières années en France quand même, hein, et où on avait promis un groupe scolaire et un parking de 300 places, et 12 ans après, on n'a pas cet investissement qui se fait. Donc c'est des priorités, je reprends Mendes France. Aujourd'hui, on a des taxes d'habitation à Marseille qui sont une des plus élevées de France, et on a, lorsqu'on regarde les chiffres, moins 20% d'investissement sur les services publics, et notamment les gymnases, les piscines, les théâtres, et notamment les écoles, un dossier que je connais bien, et juste pour avoir en tête, pour mettre un petit peu les choix qui ont été faits, et qui me pensent que la gestion peut être améliorée dans cette ville, c'est qu'aujourd'hui, le budget pour les écoles de nos petits Marseillais
2 fois plus important en nombre que la ville de Toulouse, a le même budget. C'est le même budget que la ville de Toulouse avec 2 fois plus d'enfants. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut en effet faire des dépenses de ce type-là lorsqu'on a fait le reste avant, et notamment auprès des collectivités, et du collectif public et des aménagements pour que les Marseillais et les Marseillaises en grand nombre puissent en profiter. Alors, on était sur le stade Vélodrome, on a élargi un peu le débat, mais sur ce stade Vélodrome, sur ce que vous avez entendu. Là, vous voyez, on arrive sur un point fondamental du débat. Le point fondamental, c'est notre vision complètement différente de la ville de Marseille. Et donc je crois qu'il faut vraiment que les Marseillais, pas que les habitants du 6e et 8e arrondissement, s'en rendent bien compte. D'abord, ce que fait Patrick Mennucci, il fait comme d'habitude des effets d'annonce, c'est-à-dire que c'est financièrement, et vous l'avez dit dans votre reportage, irréalisable, parce qu'il faudra aussi rembourser les partenaires. Mais moi je vous dis que c'est irréalisable, parce qu'il faudra rembourser les partenaires privés et les institutions. Ça, c'est la première chose. Mais ce sont des effets d'annonce. Peut-être parce que l'OM marche moins bien. Il changera peut-être d'avis la semaine prochaine, puisque là, on vient de gagner hier soir. Bon. Mais ce qui est fondamental, c'est pourquoi nous avons fait ce stade. C'est parce qu'il y a l'Euro 2016. C'est parce que nous voulons donner à cette ville une envergure. Comme quand M. Mennucci a dénigré Marseille, capitale européenne de la culture. Nous sommes exactement dans le même cas. Nous mettons de l'argent, nous mettons des sommes considérables. Sur le 6e, on a dit qu'on ne se coupait pas, madame. Sur le 6e et 8e arrondissement, des sommes considérables dans leur aménagement de Maniac, du 16, de Delors. Donc là-dessus, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien, ce n'est pas l'immobilisme, mais je comprends que ça puisse ne pas vous arranger. Donc c'est une vision différente. Mais alors, nous, on veut développer cette ville pour pouvoir avoir une attractivité, aussi bien au niveau touristique, contrairement à ce que veut faire M. Mennucci, qui ne veut surtout pas que cette ville soit une ville musée, une ville sportive. Et ce que l'on veut, c'est non seulement réussir l'Euro 2016, mais ce qu'on veut, c'est être capitale du sport en 2017. Mais vous comprenez, Martine Vassal, cet argument sur les équipements sportifs. Bien sûr, les piscines, bien entendu, nous avons justement... Alors, je vous écoute. Bien sûr. On l'écoute. Mais il n'y a pas que vous, madame, qui m'écoutez. Je crois qu'on s'adresse à l'ensemble des habitants du 6e et 8e arrondissement. Et de la ville. Donc là-dessus, aujourd'hui, c'est sur l'ensemble. Sur Marseille, sur le 6e et 8e, nous avons récupéré la piscine de Maniac, parce que justement, le terrain de Maniac, parce que la SPTT est dans une condition extrêmement difficile. 700 000 € sont prévus sur le réaménagement de Bonneveine, et à proximité, nous allons réhabiliter la piscine de Luminé, c'est dans le 9e, c'est vrai que c'est en limite de l'arrondissement. Et puis, nous aussi, nous sommes conscients des choses. C'est vrai qu'on est une ville aussi qui est face à la mer. C'est vrai que chez nous, nous avons fait des choix sur les stades, sur les gymnases, plutôt que davantage sur les piscines. Mais justement, nous avons un plan piscine qui réhabilite l'ensemble de nos piscines, et surtout, nous sommes adressés à un professionnel qui viendra avec nous sur les prochaines listes sur le 1-7, qui est M. Frédéric Bousquet, qui lui a une très bonne vision des piscines. Et je suis sûre qu'avec lui, nous aurons le meilleur conseiller. Et je sais que ça vous fait râler. Et nous aurons le meilleur conseiller pour ça. Donc je pense que vraiment c'est une vision différente. Vous, c'est les logements sociaux. Nous, c'est le développement de la ville. Alors, je suis obligé de... Les Marseillais et les Marseillaises, et surtout les écoles et l'éducation. Les écoles, madame. Mais alors, il y a une chose sur laquelle on ne peut vraiment pas attaquer Jean-Claude Gaudin, c'est vraiment sur les écoles. Je pense que justement, on va arrêter. S'il vous plaît, madame. Parce que justement, on m'indique... Et surtout pas les écoles du secteur, madame. On a refait l'ensemble des écoles. Permettez-moi justement de ne pas revenir sur un sujet que vous connaissez très mal. Michel Cataneo, vous a assez peu entendu. C'est vous qui le connaissez mal, madame. C'est grave. Je pense avoir un petit temps de retard. Allez, vous avez un petit temps de retard. Sur les piscines, par exemple. Oui, sur les piscines, en fait, il y a 12 piscines actuellement sur toute la ville qui fonctionnent. Je vois avec plaisir que la piscine de Lévigny va peut-être être de nouveau active. Je m'en réjouis. Bon, par contre, il y a une grande disparité entre le nord et le sud également en matière de piscine. Pour prendre un exemple, les petits habitants, les jeunes de la Pointe Rouge, savent nager à 95%. Et par contre, dans certains quartiers nord, c'est quelques pourcents seulement. Donc il faudrait réaménager les choses de manière à ce qu'il y ait un tissu de piscine qui soit un peu sur toute la ville de façon harmonieuse, afin que tout le monde puisse jouir des équipements collectifs. Mais ça marche aussi au niveau des stades et des gymnases, où on a dit qu'on ne se coupait pas, où
où les équipements sont vétustes, hein. Donc il y a un travail à faire au niveau du confort, un réaménagement aussi des horaires. Donc dans une ville moderne comme Marseille en 2014, on ne peut pas fermer les piscines à 4 heures, il faut s'adapter à la vie professionnelle des gens qui travaillent, également aussi adapter les horaires en fonction si on est l'hiver ou si on est l'été. Donc il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Donc tout ça qu'on peut juste rajouter dans simplement votre programme. Pour les crèches, monsieur, les crèches, il faut savoir qu'en 10 ans, le maire de Paris a créé 10 000 crèches et dans la même période, 1700 places de crèches. Alors on ne va pas partir sur les crèches parce que sinon c'est simplement pour dire des enfants. Mais il faut rajouter des crèches associatives, c'est vrai. Dans les 6e et 8e arrondissements notamment, 10 000, madame. 1700. Allez, ce sera la conclusion de cette émission. Nous avons fait des crèches associatives, contrairement au maire de Paris, parce qu'on est près de l'argent public et privé. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aborder Il faudra savoir comment M. Cattaneo finance quand même tout les réaménagements de piscines, puisqu'il veut baisser les impôts. On lui demandera une prochaine fois. Voilà, malheureusement, c'est la fin de cette émission. Voilà, ça a été un débat assez dense. C'est dommage, on n'a pas parlé des logements sociaux. Moi, j'aurais bien aimé parler de ça. Parce que là, c'est pas choses dont on n'a pas parlé. La propreté aussi, responsabilité de la communauté urbaine. On aurait pu de l'environnement aussi. De la sécurité aussi. Où M. Valls fait des annonces. Écoutez, on fera peut-être un deuxième volet donc, sur le 6-8. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, un autre secteur, un autre débat qui risque d'être tout aussi enflammé. Ce sera donc la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur LCM. Pour revoir ce programme, lcm.fr.